Dans cette vidéo, vous allez assister à mon entretien avec le docteur Ndele, chirurgien orthopédique spécialisé en pédiatrie au cabinet Synergie à Montchoisy. En introduction, je lui ai alors présenté le sujet de mon travail de maturité et en ai résumé les points essentiels, avant de lui soumettre les questions préparées à cette interview. L'entretien s'est ensuite orienté vers des explications théoriques sur les différentes mauvaises postures. Pour commencer l'entretien, le docteur a souhaité m'exposer la distinction entre une attitude scoliotique et une scoliose, en commençant par la notion d'attitude scoliotique. Si on revient sur la posture, en tant que chirurgien, qu'est-ce que orthopédiste, moi, ce qui m'est souvent donné d'analyser, c'est la statique du rachis dans le plan frontal. On est face à un patient, normalement, on n'a pas de déviation, on a une rectitude du rachis dans le plan frontal. Et puis, dès qu'on a une déviation dans ce plan-là, quand elle est faible, une petite déviation, ça s'appelle une attitude scoliotique. Ça, c'est de 0 à 10 degrés. Et puis, quand elle est plus importante, ça devient une scoliose. Scoliose, ça veut dire tortue en grec. Scoliosis. Et puis après, quelles sont les conséquences d'une scoliose ou attitude scoliotique? Alors, l'attitude scoliotique en général, pas, parce que c'est quelque chose qui va être peu évolutif, c'est moins 10 degrés, à part en général des conséquences, on va dire, esthétiques. On n'aura pas sur le plan fonctionnel, je fais surtout du fonctionnel, on n'aura pas à l'âge adulte de douleur, de limitation quelconque, et ça c'est important. Il a ensuite choisi d'approfondir le thème de la scoliose en illustrant son propos par des exemples tirés de l'expérience de certains patients, exemples qu'il n'a pu me montrer en photo pour des raisons de confidentialité. La scoliose, c'est tout un autre chapitre parce qu'elle est évolutive, notamment durant la croissance. C'est une déformation tridimensionnelle parce qu'il y a la rotation des vertèbres. Et le problème, ça va être quand on a une scoliose de grande amplitude qui est au niveau thoracique, ça va comprimer, ça peut, quand ça évolue, puis ça a des valeurs qui sont importantes, de plus de 60 degrés, ça peut comprimer les poumons, les structures médiastinales, donc avoir une moins bonne fonction cardio-pulmonaire. Donc justement faire ce qu'on appelle des syndromes restrictifs, parce qu'on ne va pas pouvoir... ça n'arrive pas chez le jeune, ça arrive chez le patient, sauf que c'est un moment donné où la déformation est telle, si on a déjà un retentissement cardio-pulmonaire, il est trop tard pour opérer. Donc on va opérer chez un jeune en prévention pour éviter. Et puis quand on parle d'une scoliose ici, thoracolombaire, là c'est un principe physique, qu'on a un alignement de vertèbres, comme ça, une boîte sur une boîte sur une boîte. Si maintenant on a une scoliose, donc une rotation des vertèbres, il faut savoir que les deux derniers disques, c'est eux qui vont assumer tout le poids du corps, de tout ce qui est en amont. Donc, avec le temps, si on a une pression qui est augmentée, donc là, Pascal, on a la même force, le même poids, mais sur une petite surface, parce qu'il y a une rotation, du coup, il y a une usure du disque qui se fait prématurément. Et là aussi, on aboutit à des lombalgies rapidement, et puis possiblement une dégradation de la situation du quotidien, des douleurs chroniques, une limitation dans les sports, enfin, tout ça, ça peut être une des évolutions. Et c'est pourquoi, là, en fonction de chaque étape et de l'importance de la scoliose, on va mettre en relation un traitement approprié. Attitude scoliotique et scoliose de bas degré. Bas degré, c'est entre 10 et 20 degrés. Ça, c'est degré bas, où on sait qu'il n'y a pas d'évolutivité. Ça a été montré par les études cliniques. À l'âge adulte, il n'y a pas d'évolutivité. En dessous c'est Weinstein qui a montré ça dans les longues séries. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire surtout de la physiothérapie pour
travailler pour donner un corset naturel, c'est la musculature paraspinale, là, que j'ai mis là en évidence, la musculature paraspinale, et aussi le gainage, la sangle abdominale. Ça, c'est important, travailler toujours les muscles agonistes, antagonistes, devant derrière. Une question m'est venue à l'esprit. Est-ce que la scoliose est surtout causée par une mauvaise croissance ou bien par une mauvaise posture qui a été adoptée au fil du temps? Alors non, l'attitude scoliotique, ça peut être... non, la scoliose, c'est une déformation dans les 3 plans. Là, c'est plusieurs facteurs. Il y a le facteur hormonal, c'est multifactoriel. Mais c'est une rotation des vertèbres. Et c'est une maladie. Avec une évolutivité, on n'a pas de contrôle sur qui va développer ou pas une scoliose. Par contre, ce que vous dites est juste, le fait de se tenir complètement, de ne pas avoir de tonus musculaire, de ne pas faire de sport, va accélérer le processus, mais ce n'est pas la cause. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient mal, on va dire « Ah, ben tu as une scoliose, c'est parce que tu t'es mal tenu ». Non, maintenant, il y a des patients qui sont programmés, voilà, c'est inscrit qu'ils auront une scoliose. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que justement on fait tout le temps, on veille lorsqu'ils sont étudiants, on travaille sur la posture, assis, faire du gainage, faire des exercices. S'ils font ça, ils ont une bonne hygiène de vie, on peut corriger, redresser, parce qu'il faut voir le dos chez les patients en croissance, à nouveau, comme une plante sur laquelle on va appliquer un tuteur de croissance. Un tuteur de croissance, ça peut être la musculature, pour ce qui est de bas degré. Quand c'est de degré intermédiaire, en gros un schématique de 20 à 45 degrés, on applique là un corset, comme tu vois ici. Un corset maintenant qui est fait sur une imprimante 3D, où on prend la forme, on fait une sorte de scan, un scan du dos et des courbures, et puis on va appliquer des points de contrainte, comme tu vas le voir là sur le modèle. On va appliquer des points de contrainte sur l'apex des courbures, au sommet des courbures, pour, au fait, on applique des vecteurs force comme ça, et puis après avec la croissance, il va petit à petit se redresser. Puis après, tu as les courbures qui dépassent les 40-45 degrés, pour lesquelles on pose une indication opératoire. On opère en général, justement, jamais avant les 14-15 ans, une fois qu'ils ont fait l'essentiel de la croissance. Pourquoi? Parce que si on met des tiges et des vis avant ça, le risque c'est que ça fasse un effet, ce qu'on appelle vilebrequin, et qu'ils arrachent les vis parce qu'ils continuent la croissance. Donc ça, c'est à peu près à ce moment-là où on fait Mais c'est en général de T4 à L4, on met des vis de la quatrième thoracique jusqu'en bas. C'est des grosses opérations, des grandes cicatrices, un risque neurologique. Si tu fais une faute de quelques millimètres, si tu touches la moelle, là, c'est tout ce qui fonctionne. Donc ce n'est pas des chirurgies qu'on va faire comme ça. Donc, il faut bien poser l'indication opératoire. Ça se fait dans des centres spécialisés. Pour faire la scoliose, il faut quasiment faire que ça. On ne s'improvise pas chirurgien du dos. Il faut faire ça avec des outils de surveillance où il y a justement des neuromonitoring pour voir s'il y a tout d'un coup un moindre signe d'une souffrance d'un nerf. On doit arrêter la procédure et c'est tout bien protocolé. C'est des grosses chirurgies qui ont des bons résultats. J'ai un patient qui avait vraiment une très très grosse scoliose. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il en était de la syphose, car bien que la scoliose soit une pathologie rachidienne, on entend souvent parler de la syphose. En quoi elle consiste exactement? Et est-elle réellement néfaste, étant donné qu'au niveau thoracique et sacral, elle fait partie des courbures naturelles de la colonne vertébrale? Et puis après, il y a les troubles dans l'autre plan, donc la syphose. Ce qu'il faut aussi, c'est quand on est penché comme ça. Il faut voir les vertèbres quand on regarde sur le plan de profil. On a des courbures. Là, par contre, on n'a pas un dos plat, on a des courbures, on a une syphose naturelle, une lordose lombaire naturelle. Et des fois, avec aussi le développement, c'est aussi une maladie. On peut avoir, au lieu d'avoir un empilement de rectangles,
on a tout d'un coup une cunéiformisation, puis ça fait comme un trapèze. Donc tu as un trapèze sur un trapèze sur un autre, ce qui fait que là, ça fait des syphoses angulaires. Alors, pendant qu'on est en phase de croissance, si on tracte avec un corset qui va corriger comme ça, qui va tirer, eh ben, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'on peut redresser et redonner une forme parallèle au vertèbre. Plus on attend, ben, moins on a de chances de réductibilité. Donc ce qu'il faut de toute façon, c'est travailler en ouverture, favoriser tout ce qui est overhead, tout ce qui est au-dessus du plan d'horizon, pour travailler sur la musculature érectrice, erecta droit en latin, érectrice du rachis, travailler vraiment dans ce qui est antigravitaire. Donc basket, natation, escalade. Pour les plus grands, je dis aussi le fitness ciblé, accompagné, pour vraiment travailler en ouverture. Parce que là aussi, ça donne des problèmes. Quand on est comme ça penché, on a tout d'un coup trop de tension ici, des douleurs. Quand c'est des grosses syphoses, ça peut aussi donner une compression. On ne respire pas la même chose, donc ces syndromes, c'est les grosses valeurs. Et puis c'est un peu ça, puis souvent ça inverse les courbures. Quand on a une courbure en rond, on a une contre-courbure. Pour dépenser moins d'énergie, on va garder les conduits auditifs au-dessus des hanches. Donc si on a une grosse courbure là, on va compenser. Et puis ça fait une hyperpression aussi sur la musculature. Et tout ça, il faut le prévenir. C'est pourquoi moi je vois les patients à un âge où encore tout est à faire pendant le développement. Mais c'est pas évident de dire à un enfant, un ado, tu dois porter le corset, c'est 18 heures par jour, ou tu dois faire ci pour éviter, parce que moi j'ai pas mal, certes, à 14 ans, 13 ans, t'as pas de douleur, mais on est en train de travailler pour toi, de prévenir un avenir à 50, 45, 50 ans. Tu as un dos qui est... Et même avant, tu as des limitations, mais à 40 ans, c'est des médicaments et des douleurs chroniques. Pour ça, il faut aussi faire intégrer aux patients que c'est vraiment la prévention pour le long cours. Et c'est sûr que la génération iPod, Natel et autres, on a plus ce problème d'enroulement des épaules, ça c'est sûr, et puis qu'auparavant. Dans la continuité des aspects physiques, le docteur a choisi d'aborder également la dimension sociale et psychologique, tout en précisant qu'il n'était pas spécialiste de ces domaines. Après, ça c'est l'aspect fonctionnel, comme je dis en tant qu'orthopédiste, mais il y a deux choses, et je le dis à mes patients, c'est un point, je pense, que tu as pris dans ton travail de maturité, c'est l'aspect social. À compétence égale, CV égale, il y a la personne qui rentre qui est comme ça, et puis il y a la personne qui rentre comme c'est la deuxième qui a le job. Donc ça c'est vrai, parce que c'est l'être humain, on voit, il y a eu des analyses qui ont montré comment on scanne les gens, et puis c'est une question aussi, on va donner notre confiance à quelqu'un qui nous inspire confiance. Quelqu'un qui est comme ça, qui a l'impression qu'il est introverti, elle ne va pas donner confiance. Et quand il s'agit d'un engagement pour quelconque poste, vraiment compétence égale, ça on le voit. Clairement. Puis après, aussi, mais c'est une chose dont on doit parler, le regard du sexe opposé. Une femme va avoir moins confiance, elle va se sentir moins attirée par quelqu'un qui est comme ça. Ça c'est quelque chose qui est imprimé dans notre cerveau primaire. Quel est le ressenti? Et ça aussi, attention, mes propos, faut pas, mais ça fait partie. Une femme va être plus attirée par quelqu'un qui va, c'est rien de sexiste, mais avoir une position qui va se sentir protégée par quelqu'un qui a une confiance que par quelqu'un qui est comme ça. Même on peut changer aucun trait si ce n'est la posture, et
il y a eu des analyses qui ont clairement été faites, et puis sur les avis, et clairement, on voit aussi, ils ont même en même temps fait une imagerie dans l'IRM sur des patients, puis ils leur montraient 2 images, puis après ils ont montré plein d'images, puis 2 fois les mêmes personnes avec des postures différentes, puis on voyait qu'il y avait des zones qui étaient différentes. Donc ça, c'est une partie sur laquelle je ne peux pas tellement m'exprimer, mais qui n'est pas négligée aussi. Donc, il y a la partie fonctionnelle, pure, douleur, travail, loisirs physiques, et puis la partie aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'on n'est pas non plus défini par notre travail, c'est une partie importante, et par la relation à l'autre. Ça, je pense que c'est des points qu'il ne faut pas négliger quand on aborde la posture. On ne peut pas mettre de côté. J'aborde aussi dans mon TM tout ce qui concerne la prévention posturale et l'ergonomie, que ce soit au travail, au bureau ou à l'école. Et par la suite, je vais demander le point de vue du médecin sur ses formations et ses préventions, comment il les perçoit et s'il estime qu'il y en a assez, qu'elles sont suffisamment développées. Peu, vous avez raison. D'ailleurs, on va faire à ce sujet une conférence en mois de mars pour sensibiliser les pédiatres. Alors là, en l'occurrence, on va faire avec justement la firme avec laquelle je travaille pour les corsets, pour vraiment développer des campagnes de prévention, pour avoir une détection systématique. Il faut un examen, c'est quelques secondes, mais qui devrait être fait, appliqué à tout le monde. La même chose, il y a une détection des caries, à l'école, dans le cadre scolaire, il devrait y avoir une détection des scolioscyphoses. Alors, dans le milieu de travail, j'ai envie de dire, c'est presque trop tard. C'est presque trop tard. Mais en tout cas, on devrait commencer. Après, je pense chacun prêche pour sa paroisse. Moi, je fais de l'orthopédie pédiatrique et j'ai envie de dire que c'est vraiment là où il faut commencer. Mais c'est vrai parce qu'on inscrit ce qui est fait dans la phase de croissance est quasiment inscrit pour la vie. Ça, c'est important. Mais après, ça vaut la peine. Certaines boîtes aussi font des accès facilités à des cours de bien-être, de sportifs et autres. Et puis, ça serait aussi une des choses à faire parce que, notamment, selon le travail, on a des lombalgies et ça, et puis on voit aussi qu'on fait plutôt du travail en amont. Mieux vaut payer à tous ses employés quelques cours de, que sais-je, pilates, des séances avec un coach sportif qu'on fait venir une fois à midi, plutôt que d'avoir justement de l'absentéisme, parce que les douleurs du dos, ça on le sait, c'est un coût direct pour la personne. J'ai commencé avec la chirurgie adulte, je n'ai pas que fait de l'orthopède, j'ai passé par et 100% ou 95% des patients qui avaient des problèmes lombaires avaient des troubles de type dépressif. Parce que les douleurs chroniques, ça atteint le moral. Ça, c'est la première chose. Donc, pour le patient, grosse pénibilité. Pour les employés, pour la société aussi, un patient qui a des douleurs du dos, il va coûter très cher à la société, il ne va pas aller au travail, il va consommer beaucoup de soins, beaucoup de moyens. Voilà. Et ça, donc là, en effet, il y a un travail de prévention à plusieurs niveaux. Par la suite, je lui ai alors demandé s'il pensait que les postes de travail non adaptés, que ce soit dans le cadre scolaire, au gymnase ou bien à l'école, aura des impacts négatifs sur les générations futures, car, comme je le cite dans mon TM, près de 58% de mes répondants étant élèves et étudiants pensent ne pas avoir un poste de travail adapté. On passe beaucoup de récits dans le cadre scolaire maintenant, de répondre précisément à l'impact. Je vais être franc, je ne suis pas à même de quantifier l'impact que sera sur la population. Ça serait plutôt à voir avec des personnes qui font soit médecine du travail ou des épidémiologistes. J'arrive pas à me rendre compte. Moi, ce que je sais, par contre, c'est que pour tous les patients qui ont des problèmes de dos, je leur fais des certificats assez tôt pour qu'ils puissent adapter la hauteur de la chaise. Et ça, c'est très important pour la posture.
Et puis, pour les patients qui sont plus âgés, justement, je leur demande aussi d'avoir des bureaux ergonomiques où ils peuvent régler la hauteur du bureau, pouvoir changer de position. Mais maintenant, te donner un chiffre sur l'impact que ça aura parce que les chaises scolaires ne sont pas adaptées, j'ai pas ces données. Je ne veux pas avancer un chiffre. Peut-être que je ne sais pas si ça fait partie de la littérature. Mais ça devrait être quelque chose sur lequel on doit être vigilant. Et ça pourrait rentrer dans le cadre justement de cette prévention dont je parle, qui doit commencer dans les écoles, aussi de parler du dos, parce que ça a un impact direct, mais indirect dans le futur des patients. Alors dans cette proportion, il faut voir combien des patients, on parle de 58%, qui pensent qu'elle n'est pas ergonomique, mais dans ces 58%, quel est le pourcentage de ceux qui ont un problème de dos qui va être impacté? Ça c'est les chiffres, les données que je n'ai pas. Je lui ai alors demandé quel sport, selon lui, aurait des effets néfastes, des effets négatifs donc sur la posture, sur les problèmes dorsaux, et dans le cas contraire, quel sport aurait un effet bénéfique sur celle-ci? Alors, ça c'est assez clair. C'est ceux qui vont les aggraver, ça va être les sports où il y a beaucoup de force compressive, type trampoline, type les sauts répétés, motocross, les sauts avec les trottinettes de freestyle ou autre. Là, c'est pas bien parce qu'on va absorber tout d'un coup beaucoup d'énergie et puis être en compression. A contrario, qu'est-ce qui va favoriser, qui va être bénéfique, c'est ceux que j'ai évoqués avant, les sports antigravitaires, situés au-dessus du plomb de l'horizon, escalade, basket, volleyball, badminton, natation, certains arts martiaux, karaté, taekwondo, on est en position droite, pas judo, jujutsu, tout ça c'est neutre, je dis pas, ça c'est pas qu'ils ne sont pas à faire, mais c'est moins à favoriser. Ok, mais d'une manière générale, mieux vaut avoir une activité physique. La plupart des activités physiques sont plutôt bénéfiques parce qu'on va travailler sur la musculature, éviter aussi la prise pondérale et autres, puis développer une sorte d'hygiène de vie. Bon. Mais j'ai une question aussi, parce que vous avez cité le badminton. Mais est-ce qu'à force de taper avec un seul bras, est-ce que ça ne va pas sursolliciter plus un côté que de l'autre et ça va faire des déséquilibres posturaux qui le rendent tiré? Bonne question. Alors, à moins de s'appeler Nadal et puis de faire un sport, enfin que ça, quand tu fais du badminton, déjà, je pense que tu en as joué, tu ne vas pas faire que des coups droits. Donc, a priori tu vas jouer habilement coup droit, revers. Donc, tu ne vas pas travailler, même si tu es droitier ou gaucher, que sais-je, tu ne vas pas travailler qu'un seul côté. Tu vas favoriser un peu. Et puis en plus, là on parle de pratiques saines et communes où c'est quelques heures par semaine. Maintenant, après j'ai une bonne histoire pour toi, pour les scolioses. Quand on a des pratiques extrêmes où on fait que ça, alors là c'est vrai qu'il faut avoir un bilan parce que typiquement j'ai parlé de Nadal parce qu'il était extrêmement musclé d'un côté, il avait vraiment favorisé. Et là encore, bien qu'ils font pas que des coups droits, mais là c'est un niveau où c'est des heures d'entraînement et puis il a aussi peut-être un peu ciblé la musculature de ce côté-là. Quand tu vas faire la pratique dont je viens d'évoquer, tu vas travailler, tu ne vas pas faire un entraînement ciblé sur ton membre supérieur dominant. En arrivant à petits pas à la fin de cette interview, le docteur a alors décidé de nous présenter un phénomène, un cas spécial de scoliose qui performe au niveau international. Je vous laisse écouter la suite. D'après toi, et là je vais te donner un phénomène
mondial qui a battu quasiment tous les records et qui a une scoliose de 37 degrés, à peu près, en tout cas une trentaine de degrés. Et il est là dans mon cabinet. Ah, ok. Usain Bolt. Il a une scoliose. Ouais, bon. Et ouais, et il n'y a pas vraiment peu de gens. Là, je te laisse. Et de 30, combien? À peu près d'une trentaine de degrés. Donc c'est assez incroyable le fait qu'il soit arrivé à son niveau avec une scoliose. Qu'il ait dépassé. Donc c'est parce que ça change quand même tu peux regarder, hein, si tu verras, c'est pas une fake news ou autre. C'est plusieurs sites. Et il a eu quelques fois des douleurs, il a dû arrêter quelques fois, mais il a surpassé de toutes. Et il est allé jusque là où on sait, on connaît. Voilà. Donc c'est pas un handicap, mais on peut arriver tout en haut avec une scoliose tant qu'elle reste vraiment modèle. Ah, Voilà. qu'elle fait les bons exercices. Ensuite, je lui ai posé la question suivante. Pour un adolescent de mon âge qui souffre déjà de douleurs dorsales, quels seraient vos conseils que vous pouvez lui apporter? Sauf que la question a mal été comprise, a été comprise pour moi, par rapport à moi, et par rapport à ce que ce soit moi qui ai les douleurs dorsales. Donc, la réponse suivante est basée sur moi et non pas sur un adolescent lambda qui a ces douleurs dorsales. Alors, je peux pas te répondre directement comme ça parce que, contrairement à tes frères, je t'ai pas examiné. Donc, dire, tu vois, il faudra que je voie ton dos, que je dise pour qu'on puisse identifier la cause de ces douleurs dorsales. Bon, à regarder, tu as une sorte de tendance d'enroulement des épaules, hein, un petit peu. J'imagine, dis si je me trompe, que tes douleurs elles sont plutôt entre les omoplates ou lombaires, juste là. Ouais, plutôt vers les lombaires. Ok. Ça va dépendre, au fait, de la cause. Les recommandations, c'est quand on identifie, comme tout principe en médecine, on peut donner un traitement une fois qu'on a examiné, posé un diagnostic, et ben voilà, là on voit qu'il y a ceci qui est normal et ceci qui est un peu anormal, et voici en fonction de l'âge du patient, des observations, du tout, la proposer un plan thérapeutique. Donc, et c'est pas que je cherche des patients, mais c'est ma recommandation, ce serait justement de voir un orthopédiste pour savoir pourquoi tu as mal, puis surtout à quelle fréquence. Est-ce que c'est des douleurs qui te limitent dans l'effort? Est-ce que c'est des douleurs qui viennent la nuit? Ça ne mène pas du tout. Est-ce que c'est des douleurs qui sont une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour? Tu vois, tout ça, c'est important d'évaluer parce que là, j'arrive pas à te répondre de façon correcte. Là, si tu me donnes quelques éléments, c'est à quelle fréquence que tu as mal? En vrai, quand je me tiens longtemps droit, genre vraiment droit, où je fais l'effort de me tenir droit, à partir de genre, je pense 30 minutes, je commence à avoir un peu des tensions, des douleurs, comme ça. Et puis quand tu es au cours, t'as mal? Quand je suis en cours, non. Parce qu'en cours, j'ai tendance à plutôt écrire comme ça, dans cette position, et cette position, j'ai pas mal. C'est une position à laquelle je peux rester des heures et des heures sans forcément avoir mal. Ok. Dans la pratique de ton sport, tu as mal? Non. Et pourtant, il est en E18 il pratique 4 fois la semaine, plus un match le week-end. Ouais.
Ouais, enfin, pour t'aider, il faudrait pouvoir quand même avoir un examen de ton dos et puis te dire, ah bah là, il y a ça, peut-être là, il y a un déséquilibre, là, il faudrait travailler là-dessus. Tu as un âge où, clairement, on peut potentialiser le traitement en te faisant travailler sur des machines de fitness, tu vois, en allant un peu plus à l'essentiel. Ce que je ne peux pas pratiquer avec chacun des patients, parce qu'il y en a certains qui sont jeunes, qui ont 10 ans ou autres. Voilà. Là, c'est plus difficile. Mais tu vois, si à 18 ans, tu as quand même assez régulièrement des douleurs de dos, là, il faut penser à quand même investiguer pour savoir l'origine et traiter ça. Mais la recommandation, c'est qu'à chaque fois qu'on a mal ou qu'on a des questions, il vaut mieux investiguer que laisser aller les choses. Alors, c'est exactement ce que je dis à mes patients dans le post-opératoire. Je leur dis, voilà, je t'ai donné une neuralgie de base. Maintenant, c'est à toi de signaler assez vite quand tu as mal pour qu'on te donne, il y a de la réserve. Parce que n'attends pas jusqu'à demain matin, là c'est la même chose, n'attends pas jusqu'au lendemain matin, tu serres les dents, tu dis pour l'instant ça va. Parce que pour te ramener aux zones confortables, plus tu attends, plus on aura de difficultés, plus on aura besoin de te donner de médicaments. Là je fais le même parallèle. Si maintenant tu attends, bah, peut-être qu'un jour ces douleurs elles vont te limiter, puis ça sera beaucoup plus difficile pour te ramener en zone confortable. Et puis entre-temps, peut-être que la cause qui, pour l'instant, est aisément correctible, va l'être plus difficilement. Donc, attends pas jusqu'à demain matin en disant que ça ira mieux. Spontanément, en général, ça va pas mieux. Et puis l'autre chose qu'il faut se dire aussi, l'autre message que je donne à tous mes patients, la douleur, elle est là, au fait, pour nous protéger. Avant qu'il y ait une grosse blessure, avant que ça soit justement, on va dire, irréversible. C'est un signal pour te dire qu'il y a quelque chose à adapter. Et c'est pour ça qu'on a des douleurs. Les gens, il y a des syndromes où on n'a pas de sensibilité. Des patients qui ont une insensibilité et qui ne présentent pas de douleur. C'est des patients, et c'est absolument véridique, qu'on doit régulièrement amputer ou d'orthéo, parce qu'ils ont des blessures, ils ne sentent pas, ça s'infecte, ils n'ont pas ce... Donc toi, si tu as une plaie ou si tu as quelque chose qui va du mal, la douleur, elle va te faire, tu ne vas pas rester à la maison. Tu vas dire, et donc c'est ça, la douleur, et il faut apprendre à la gérer, mais à l'écouter et se dire qu'elle est là pour te signaler et un changement nécessaire dans ta pratique, peux vous demander ta statique, 3 exercices efficaces une surcharge. Si vous en avez, je veux bien avoir des conseils. Travail d'un groupe musculaire. Alors, il y a une chose que je donne à pas mal de mes patients qui est jamais faux, c'est de travailler justement sur la posture, le rééquilibrage agoniste-antagoniste. Cette vidéo qui est faite par un centre de rééducateurs qui s'appelle justement exercice de gainage, apprendre à vivre avec son dos. Je pense que ça vaut la peine de commencer avec ça. Je te laisse prendre sur ton portable. Si tu écris là, voilà. Voilà, si je prends la référence. Voilà. Et puis c'est certains exercices qui semblent basiques, ils n'ont rien inventé, mais c'est une séquence qui est juste avec l'utilisation d'un ballon, de renforcer devant, derrière. Tu vois, tu travailles comme ça. Et puis ça peut justement que aider en renforçant en gros la musculature paraspinale. Ça c'est très général, mais disons que c'est pas faux, quoi qu'il en soit, ça va pas être contre-productif de faire ça. Là il y a un peu plus que 3, il y en a 8 exercices. Et puis cependant, c'est important de se dire je fais ça pendant un moment, une régularité.
c'est-à-dire de l'inscrire dans ton... comme toute chose, hein, il faut que l'excellence, c'est Aristote, hein, devienne une habitude. Là, c'est pas en une fois. Là, je sais que je le vois que trop souvent. On est dans une génération où c'est le tout de suite. J'ai eu un patient qui m'a dit, moi je ne veux pas de corset, on fait comme ça, je ne veux pas mettre un corset, c'est trop long, vous m'avez dit c'est 2 ans à 3 ans, on laisse aller puis je ferai une opération. Puis je lui dis, mais tu sais, moi je ne vais pas t'accompagner une opération. Puis là je lui ai parlé des risques de potentiel de plégie si on fait une faute avec une vis. Je dis, tu vois, c'est parce que c'est vraiment, on est dans cette génération, je ne dis pas que ça c'est pour toi, hein, du tout de suite, non, c'est dans la répétition, il faut répéter, ça va être se fixer un programme, entre 2 fois par semaine, 3 fois si on a un peu de temps, puis dire, ok, je mets ça dans mon agenda, le soir je consacre un moment, parce que qu'est-ce que je veux, c'est éliminer ma douleur. Ça c'est important. C'est tout bon, merci. Ok, Merci beaucoup. Et nous, on a